Oui, nous n'allons pas tarder à commencer. Merci d'être déjà branché. Nous attendons le départ technique dans quelques secondes. Bon, le temps de retirer le jingle. Oui, ça permet aux gens de se connecter toujours. Merci Gigi, Léonard. On va commencer sur le jingle. Oui. On commence sur le jingle. On va mettre de Oui. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être fidèles. Nous sommes donc sur Radio Fréquence Atlantique 88.3, 96.6, 105.9. La première partie de nos émissions sont en direct sur Facebook, c'est-à-dire actualité nationale, internationale, partie des constructions et informations nationales. Et puis, la deuxième partie, nous sommes uniquement sur les ondes pour des échanges auxquels vous pouvez participer en téléphonant au 03 14 03. Donc, voilà. Et tout de suite, nous allons commencer avec la partie actualité. Nous avons retenu, concernant l'actualité nationale, l'officialisation de l'usage du créole par la CTM, et pour la partie internationale, la question des implants dans le cerveau qui vont être expérimentés, qui va être expérimenté, l'implantation, par le fameux milliardaire Munch. Et donc, à partir des constructions, nous allons nous arrêter sur la question de la rupture entre le peuple et les élus politiques. Comment expliquer cette rupture et comment, en tout cas, la surmonter, s'il faut la surmonter. Donc, c'est un peu pour le programme. Et je vais donc commencer par l'officialisation du créole. En effet, c'est le jeudi 25 mai, en séance plénière, l'Assemblée de Martinique a voté en faveur d'une convention cadre entre la Fondation pour la mémoire et l'esclavage, de l'esclavage, pardon, et la CTM, mais surtout, l'Assemblée a voté sur la question de l'usage du créole. Et à l'unanimité, moins une abstention, le créole a été adopté comme langue officielle au même titre que le français. Donc c'est quelque chose qui est absolument spectaculaire. Il faut rappeler que d'après la Constitution française, une telle décision n'est pas tolérée. C'est un pays très centralisé, République une, indivisible, pas question de promouvoir le créole. Et d'abord, ce n'est pas la première fois que la France a été critiquée par les instances internationales pour le comportement qu'elle a vis-à-vis des langues régionales, qu'elle considère comme régionales et qui sont des langues protégées par la législation internationale. Et souvent, la France prend des dispositions qui limitent leur usage ou qui font en sorte que leurs droits ne sont pas reconnus. Donc, c'est pour dire que la décision prise par l'Assemblée territoriale est courageuse, il faut le dire, et importante, parce qu'elle pose le problème des droits du peuple martiniquais à assumer sa culture librement, sans contrainte. Il faut dire que cette décision vient après l'adoption par cette même Assemblée du drapeau rouge, vert, noir et comme emblème représentant la Martinique. Donc ces deux décisions-là montrent qu'il y a une prise de position et offensive de la part de l'unanimité, moins une abstention,
pardon, des élus martiniquais sur des questions qui sont fondamentales. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est la réaction d'un syndicat en particulier, c'est le SNES-FSU, hein, dont les responsables se sont émus. Non, mais c'est pas possible, comment on va faire? Et on n'a pas été consulté. Et puis ça va avoir des conséquences parce qu'il faudrait que si le créole était posé comme obligatoire dans l'enseignement, il faudrait former les enseignants. Bref, en fait, c'est trop tôt, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Alors, qu'est-ce que cela indique sur la façon de concevoir l'action syndicale dans un pays colonisé? Eh bien, c'est d'abord que les questions de fond, les questions de respect de l'identité, de la culture, de la maîtrise de notre enseignement et en faveur de nos élèves, dans l'intérêt de la nation martiniquaise, eh bien, ces questions-là sont évacuées derrière des questions de on n'a pas les moyens, on n'aura pas assez de temps pour former. C'est ce qu'on appelle le corporatisme en matière syndicale. Mais au-delà, ça montre que une partie de notre élite, en tout cas, est en dehors des enjeux fondamentaux de l'émancipation nationale du peuple martiniquais. C'est absolument inconcevable que ces mêmes syndicats ne posent pas le problème de ne pas être consultés sur le contenu des programmes qui sont imposés et qui sont manifestement inadaptés et parfois plus qu'inadaptés, ils sont voués à formater, à désinformer les élèves martiniquais, notamment à travers l'enseignement de l'histoire, etc. Donc, cette question fondamentale de la maîtrise du contenu de l'enseignement, hein, de l'implication des enseignants sur les décisions qui sont prises, eh bien, ces questions-là ne sont pas posées quand il s'agit de l'enseignement imposé par le colon. C'est assez bizarre que des gens disent non, il ne faut pas, qu'ils freinent. Non, il aurait été pour des syndicats et vraiment qui sont de la défense de l'émancipation de notre peuple, qu'ils disent oui, d'accord, nous appuyons, c'est fondamental, nous attendions ça, nos élèves seront plus à l'aise pour travailler, mais cela a des implications budgétaires, donc il faudra augmenter la pression, mener un combat syndical plus conséquent encore pour exiger que ces mesures-là soient financées par le gouvernement français. Ça montre les difficultés que nous avons, qui sont liées aux positions idéologiques dans notre pays. Donc, je pense qu'il nous faut reconnaître que c'est une décision courageuse et qu'il n'y a aucune raison de chercher des prétextes pour freiner l'application ou la mettre en doute. Tout à l'heure, nous allons parler de la perception des élus politiques et des positionnements politiques à cet égard, mais d'ores et déjà, nous pouvons dire que le fait que des élus, quelle que soit leur motivation ou leurs intentions, prennent des positions de cette nature-là, c'est quelque chose de positif pour le peuple martiniquais. Mais puisqu'on a parlé du créole, je veux revenir sur ce débat qui devient de plus en plus prégnant dans notre société sur l'usage même du mot créole. Alors, depuis quelques années, il y a un certain nombre d'organisations, d'intellectuels, de personnes qui dénoncent à corps et à cri le fait qu'on utilise le mot créole pour désigner la langue que nous parlons, pour désigner les jardins, pour désigner la source de certaines recettes. Et souvent, cette dénonciation-là est violente
à savoir qu'on considère que ceux qui utilisent le mot créole, ce sont des gens qui ne sont pas dignes de confiance, qui sont contre la liberté nationale, la libération nationale. Ce sont des gens qui sont aliénés. Hein, vous utilisez le mot créole pour désigner notre langue. Il faut dire martiniquais, etc. Alors, je voudrais faire un point sur ça parce que c'est important. Le combat que des intellectuels, des militants mènent pour qu'on soit vigilant sur l'usage des mots, c'est un combat nécessaire, méritant. Par exemple, tous autant que nous sommes, nous parlions d'esclaves dans le temps. Mais fort heureusement, l'action menée par certaines personnes et courageuses a permis qu'aujourd'hui, on parle de gens esclavagisés. C'est très important pour le mental, pour la communication, qu'on fasse cette différence-là. Et il faut dire merci, heureusement que ces gens-là avaient mené le combat. Mais on note que le combat avait été mené correctement, c'est-à-dire qu'avec des arguments. Et les arguments étant clairs, la cause étant incontestable, il n'y a eu aucun problème pour que tout le monde adopte cette modification de vocabulaire. Et il nous faut mener ce combat-là, ou beaucoup de choses, ou les monopièges, etc. Mais le problème, c'est qu'il faut voir les priorités, il faut voir les faits des combats que nous menons. Est-ce qu'ils unissent le peuple ou est-ce qu'ils le divisent, pour savoir comment mener nos différents combats. L'utilisation du mot créole qui est dénoncé par ceux qui mènent ce combat-là, hein, pour combattre l'usage de ce mot, la définition du mot à l'origine sur laquelle ils se basent, ils ont raison de la signaler, de dire, voilà, un créole au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, c'était ça. Voilà. Et donc, on ne doit pas dire que nous sommes tous créoles, on ne doit pas dire que, etc. On peut comprendre cette argumentation-là. Sauf que cette notion avait complètement disparu dans l'esprit des gens. La définition des siècles passés n'était plus utilisée, ne correspondait plus à l'usage du mot qui était fait. Parce que, enfin, toute personne sensée, toute personne qui réfléchit sérieusement sur la communication, sur les langues, etc., sait que le sens des mots évolue et qu'il arrive très souvent qu'un mot avait un sens à l'origine et puis que des siècles après, il n'a plus du tout la même signification. Et le mot créole, de l'ensemble de l'humanité et de la majorité écrasante de nos peuples, a un sens qui est tout à fait différent que celui qu'on dénonce. Un mot, une langue est faite pour communiquer. Si je veux que les gens me comprennent, si je veux échanger avec les gens, il faut que tous ceux qu'ils appellent les locuteurs soient d'accord sur ce qu'on met derrière le mot. Alors, s'il y a une écrasante majorité des gens qui pensent à un mot avec une définition particulière, et puis que moi, une minorité avec moi, considère que ce mot-là n'est pas bon, je ne peux pas dire que tous les autres sont ceci, il ne faut pas dire ça. D'ailleurs, je n'ai aucun moyen de changer la réalité. Comme dans le monde, il y a la journée du créole, quand il y a la dictée créole partout, etc. Et puis, je vais venir et puis je vais dire, mais non, il ne faut pas employer ça. Un camarade nous faisait remarquer. Qu'est-ce qu'on disait du créole il y a une cinquantaine d'années, et même jusqu'à il y a 30 ans encore? Le créole, c'était bagaille vieux nègre. La langue créole, c'était associé à la culture populaire. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ça qui était dans l'esprit de tous. Personne ne parlait du créole, la langue créole, comme la langue du béquet, le colon, etc. Les gens, c'était associé au peuple. Et puis, c'est qui interdisait
de parler le créole, c'était les institutions coloniales, le pouvoir colonial. À l'école, on vous punissait quand vous parliez créole. Vos parents qui espéraient vous voir monter dans le système, vous disaient pas parler créole au Caïmoué, mais ils le disaient en créole. Ça veut dire que le sens même du mot qui désigne la langue que nous utilisons, il n'y a aucune sorte de doute sur cela. Ça signifiait la langue parlée par le peuple martiniquais et qui correspond à ses intérêts et que déteste le colon et tous les ennemis de la libération nationale. Donc, aujourd'hui, des gens qui veulent la libération nationale attaquent le mot créole, alors que dans l'esprit des gens, c'est cette signification-là qui est dominante. Quel est le résultat? Quel est le résultat? Ça valorise notre culture, notre patrimoine, ou ça met un problème? Quand je dis, non, il faut dire Martinique, mais si on est puriste du point de vue du vocabulaire, il faut l'être jusqu'au bout. Qui a attribué le nom Martinique à notre pays? Quelle est son origine? Est-ce que ce sont les esclavagisés? Est-ce que ce sont les Caribés, les Carigans? Non, c'est le colon qui arrive, qui dit, le colon au deux sens du terme, oui, ah, mais j'ai entendu dire Martinique, c'est peut-être notre pays, et puis paf, paf, paf. Donc, un mot qui est d'origine colon va remplacer un mot qui, dans l'esprit de la majorité du peuple, est déjà associé à la culture populaire et combattu par le colon. Donc, on voit qu'il y a un problème. Et disant cela, il ne s'agit pas, je l'ai dit en introduction, de refuser le débat. Il s'agit d'échanger des arguments, dire mais est-ce que c'est opportun que nous menions ce combat-là? Est-ce qu'il est prioritaire? Est-ce que c'est ça qui va nous faire avancer? Oui ou non? Et on peut dire, bon, ben, c'est important de faire savoir aux gens le sens du mot. C'est important de faire savoir aux gens que quand tout ce créole se crée, c'est dans un sens de nous couillonner. C'est important de dire ça. Mais le combat pour empêcher la majorité du peuple d'utiliser un mot qui désigne une réalité qu'il connaît, qui est le fruit de plusieurs siècles, on peut penser qu'il n'est pas prioritaire. Et on peut penser que ceux qui refusent d'admettre l'idée que ce n'est pas prioritaire pour la majorité, eh bien, devraient réfléchir aux conséquences de ce débat-là. Quelles sont les conséquences? Une division de plus dans notre pays. Nous n'avons pas besoin de division superficielle. Nous avons suffisamment de choses qui nous divisent. Nous avons suffisamment de combats à mener pour l'Union pour aujourd'hui venir poser un problème sur l'usage que nous faisons d'un mot parce qu'il avait un sens contraire et réactionnaire il y a quelques siècles. Si on a compris cela, on peut dire, bon, c'est bon qu'on discute, c'est bon qu'on réfléchisse sur le vocabulaire, mais faisons-le sereinement. Et surtout, interdisons-nous d'être les sachants, détenteurs des bonnes expressions, du bon vocabulaire, la minorité initiée, et qui, de façon magistrale et impériale, dit aux autres, vous avez tout faux. Ce n'est pas comme ça que nous allons construire l'humanité et la solidarité de notre peuple. Donc voilà ce que je voulais dire concernant la question du créole. Et je passe à la question internationale qui concerne une annonce qui a été faite. C'est Elon Musk, milliardaire, qui est devant de l'actualité dans de domaine. Quand il a acheté son Facebook, Twitter, il a mis des milliers de gens à la porte. C'est normal, on est en système capitaliste. Il a restructuré, il ouvre la porte aux messages fascistes, etc. C'est celui. Mais il a de l'argent, il fait ce qu'il veut. On est dans une humanité où une personne, parce qu'elle a des milliards, peut décider de
beaucoup de choses. Et monsieur annonce que on avait fait des expériences pour implanter dans le cerveau d'animaux des éléments électroniques qui lui permettent d'agir sur leur comportement de les téléguider, en fait. Alors, oui, ça permettrait de régler certains problèmes médicaux. Et puis, paf, on a montré dans tous les médias une expérience formidable. Quelqu'un qui était paralysé, eh bien, on a mis des appareils autour de lui, et puis son cerveau arrive à recommander à ces gens. Mais c'est un bon spectaculaire dans la science et dans l'humanité. C'était pour préparer la déclaration de Elon Musk. Les instances sanitaires aux États-Unis, hein, comment ça s'appelle ça? Les autorités médicales américaines vont donner l'autorisation à la société de Elon Musk de faire des expérimentations sur le corps humain, implanter mettre des implants dans le cerveau qui permettront d'agir, de contrôler, etc. Rappelons-nous qu'il y a quelques années, des lanceurs d'alerte avaient dit que le plan de ceux qui contrôlent les nouvelles technologies de l'information et de la communication est d'arriver à à mettre des puces dans le corps humain pour pouvoir les suivre à la trace, pour pouvoir agir sur eux, pour contrôler, etc. Le monde entier des élites avait crié au complotisme. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? C'est du complotisme. Petit à petit, les choses se mettent en place. Dans un premier temps, je crois qu'il y a à peu près 4-5 ans, on a annoncé qu'on pouvait implanter des puces sous la peau des enfants pour pouvoir les contrôler. Et c'était une belle révolution intéressante parce que les parents pouvaient savoir où ils sont, s'ils sont levés, etc. Oui, c'est positif, on pourra savoir où nous en pensons. Mais on expérimente la possibilité de mettre sur des êtres humains des implants qui permettent de savoir où ils sont. Ce n'est pas du complotisme, c'est la réalité. Et aujourd'hui, on a ce nouveau pas qui est fait, puisque on pourra booster l'intelligence et la mémoire, hein, surtout si on a une lésion de la moelle épinière, hein, parce que c'est un plan cérébral qui est créé par la société de Elon Musk, qui s'appelle Neuralink, hein, a des possibilités de régler des problèmes de paralysie, etc. Alors, on retient que les complotistes qui parlaient de mettre des implants qui permettraient de contrôler les individus n'étaient pas si complotistes que cela. Ils prévoyaient la tendance qui allait se préciser. Alors, je passe sur les éléments techniques, vous pouvez retrouver système d'électrocombe, etc. Mais le résultat dans l'affaire, c'est que on expérimente, on parle d'intérêt de malade, mais la technologie qui autorise à implanter dans le cerveau humain des éléments qui ne permettent pas seulement à ces humains-là de contrôler leurs gestes, de mieux manger, mais qui sont connectés à tout le système de contrôle international. On a eu il y a 15 jours l'occasion de parler des smartphones, de la loi de Macron qui veut donner à la police la possibilité d'utiliser les informations permises par tous les appareils connectés que vous avez chez vous. Donc, on a parlé de ça. Mais là, on arrive à ce que, sous prétexte de faire avancer la science pour des malades, on développe une technologie qui permettra de contrôler chaque être humain, d'agir sur sa conscience, d'agir sur ses réflexes, de savoir où il est. Et c'est diabolique
au sens premier du terme, c'est la société de fascisation qui est en train de se confirmer. Voilà, c'était pour les questions d'actualité. Alors, avant de passer à la partie des constructions, je veux signaler que dans le village de la Résistance, qui a été construit du côté du stade d'Alkeola, au rond-point de la présence africaine, hein? Rond-point de la présence africaine. Oui, au rond-point de la présence africaine. Donc, il y a des activités régulières qui sont organisées et il y a notamment un atelier qui s'appelle En tant qu'Achille, qui fonctionne tous les mercredis après-midi. Et l'objet, après avoir vu toute une série de thèmes globaux, désormais, tous les mercredis, il y aura des rencontres pour analyser l'actualité nationale et internationale souhaitée par les participants. Donc, si vous êtes intéressé, le mercredi, le rendez-vous, c'est 5h30, les travaux commencent à 18h et se terminent à 20h. Vous pouvez proposer les thèmes d'actualité qui vous intéressent et c'est collectivement que seront retenus ceux qui seront débattus dans les séances. Donc, tous les mercredis, vous êtes invités et je participe à l'animation de ces ateliers. C'est pour ça que je me permets de vous transmettre l'invitation. Alors, petite pause musicale. Voilà. Alors, nous passons à la partie des constructions. En entrant, j'ai parlé de la décision prise par la CTM pour officialiser le créole au même niveau que l'usage du français et j'ai fait référence également à la décision d'adopter le drapeau rouge, vert, noir et comme représentant de la Martinique qui sera dressé au fronton des offices, des mairies, des institutions officielles et qui a déjà commencé à accompagner des sportifs, des gens de la culture au niveau international. Et d'ailleurs, vous avez vu que les vidéos circulent et que les gens sont fiers, les gens sont heureux, enfin, de cette reconnaissance. Donc, j'ai dit cela et je disais que c'était des décisions courageuses. J'ai dit que ça faisait les choses avancer, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent ceux qui ont permis que cette affaire-là aboutisse, c'est-à-dire les élus. Alors, les explications sont toutes, oui, c'est pas en démagogie, c'est parce que ils ont vu que les gens voulaient ça, etc. Ah, yo, tout pas bon, etc. J'ai choisi de parler de ces exemples-là pour réfléchir sur les rapports entre les élus en général et le reste du peuple et les différences d'appréciation politique sur la façon des relations, le type de relations qu'on doit avoir avec les élus en général. C'est une question fondamentale. Tout à l'heure, je parlais, en faisant les commentaires sur le créole, de l'importance de l'union du peuple martiniquais. Tout ce qui divise le peuple martiniquais nous affaiblit et permet au pouvoir colonial de nous écraser. Tout ce qui renforce la cohésion du peuple martiniquais nous donne les moyens de la victoire. C'est un principe que personne ne peut nier. Mais quelle leçon doit-on tirer? Comment appliquer ces principes-là? Nous avons, j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer le syndrome de Lynch, une propension à nous diviser sur toutes les questions. Les jeunes sont comme ça, les femmes sont comme ça, les chauffeurs de taxi sont comme ça,
vrai, on a toujours une globalisation des différentes couches. Les ouvriers, les fonctionnaires sont comme ça, qui empêchent la cohésion du peuple entier. Une fois pour toutes, disons, mais enfin, on a quand même une intelligence de base. Quel que soit le groupe humain, que ce soit fonctionnaire, que ce soit jeune, que ce soit cadre, que ce soit chef d'entreprise, que ce soit, quel que soit le groupe humain, en son sein, il y a des gens qui ont des caractères, des histoires, des comportements différents. On ne peut pas dire que tous les jeunes sont des voyous, ne respectent pas leurs parents. Quelqu'un qui dit que tous les élus sont des pourris, des loups-bajol, etc., est inconséquent. Déjà, il faut nous mettre comme grille d'analyse que, quel que soit le groupe humain, il y a des gens corrects, humains, et des gens scélérats, des gens qu'il faut combattre. C'est valable pour les partis politiques, pour les élus, c'est valable pour les mouvements révolutionnaires qui n'ont pas d'élus, ni beaucoup de ni monde qui passe rien. Il y a des gens qui commencent une lutte politique et qui trahissent sans avoir jamais été élus. Donc, il faut voir, pour juger de l'individu, son histoire, son évolution, et admettre que la personne peut commettre des erreurs, peut changer, partir de positions erronées et puis être conduit à des positions valables, ou faire le chemin inverse, partir de bonnes dispositions et puis de se laisser attraper par les ambitions électoralistes et tomber dans la trahison et le sabotage. Hein? Donc, de grâce, si nous voulons avoir une attitude qui correspond à l'intérêt du peuple martiniquais, quand nous regardons les élus, nous devons d'abord dire personnellement quelles qualités, quels défauts, quelles choses positives, quelles erreurs ils font, mais en tant que parti politique, quelles idées ils défendent, quelles idées ils ne défendent pas. Ce n'est pas son statut d'élu qui fait qu'il est un pourri, un loulou-bajol, un chrétien, un voyou. C'est sa ligne politique, c'est sa position de classe. Alors, quand on voit l'histoire du peuple martiniquais, est-ce qu'il y a un individu responsable qui peut ouvrir sa bouche pour dire qu'il n'y a jamais eu d'élus courageux, conséquents, qui ont fait des choses progressives? Est-ce qu'on ne peut pas dire que s'il y a un maire écologiste qui protège et Sainte-Anne, la savane de pétrification, etc., que c'est positif, yo vous dit merci, c'est bien, et que c'est mieux qu'il y ait un autre élu qui soit départementaliste. Quand on regarde le travail des élus qui soutiennent des actions populaires, positives, est-ce qu'on peut dire ah non, c'est parce que c'est par démagogie qu'il fait ça, donc je crache sur tout ce qu'il fait de positif, parce que je ne suis pas d'accord avec lui, il ne veut pas l'indépendance, etc. Ce n'est pas responsable. Ce n'est même pas du gauchisme, parce que les militants formés savent que dans tous les processus révolutionnaires, dans tout le monde, les mouvements révolutionnaires ont mené des luttes armées, des luttes sociales, et ils sont intervenus aussi sur le front électoral. L'IRA en Irlande avait le Sinn Féin. J'ai déjà dit, Ho Chi Minh assiégé en France. Enfin bref, il n'existe pas de mouvement révolutionnaire qui n'ait pas une stratégie sur le front électoral. Alors, ils vont pour tout le pays, sauf nous, c'est des quoi. Ça veut dire que l'élu martiniquais, c'est un imbécile pourri, un corrompu. Ce n'est pas scientifique, ce n'est pas sérieux de développer cette thèse-là. Et souvent, c'est pour cacher le fait qu'on n'est pas capable de défendre une stratégie alternative, donc on discrédite l'autre. Mais même si il est vrai, et on considère
que, je le dis à toute responsabilité, la majorité des élus défendent des positions inconséquentes sur la libération du pays, sur la façon de lutter contre le libéralisme. Même si c'est une réalité. Les mouvements révolutionnaires doivent regarder cela comme des manifestations de la lutte de classe et dire comment faire en sorte que le maximum d'élus aient des positions intéressantes et fassent pression pour que cela recule dans leur idéologie. Et si le créole et le drapeau ont eu cette victoire-là, on peut penser qu'il y a des élus qui ont été influencés par des motivations politiciennes. Oh, tout le monde pour ça, si nous ne pas parler, ça va être contre nous. On peut penser que c'est aussi, bon, ouais, si nous faisons ça, ça va nous contre. Mais on peut, pourquoi n'a-t-on pas le droit de penser que ces gens-là qui ont voté, que des gens qui ont voté pour cela, sont effectivement conscients qu'il faut progresser, que la lutte avance, qu'ils s'étaient trompés, que la scélératesse du gouvernement colonial les a poussés à prendre conscience. Pourquoi ne pas penser ça? Pourquoi rester dans l'autodénigrement systématique de notre peuple et de ces hommes et de ces femmes dans tous les domaines? Ce n'est pas réaliste, ce n'est pas responsable. Et quand on pose le problème, ce n'est pas pour attaquer, disqualifier aucune organisation qui ne soit pas d'accord avec la participation aux élections. C'est pour dire qu'il y a des problèmes politiques à débattre. Faisons un débat serein. Dites-nous pourquoi vous pensez qu'il ne faut pas. Faisons des débats respectueux et admettons que d'autres puissent avoir une stratégie différente si la pratique montre qu'ils sont effectivement dans une pratique positive depuis des dizaines d'années. Pourquoi j'ai le droit de dire, c'est moi la vérité, je décide que tous les autres sont des lulubadjol. Peut-on se permettre d'appeler le maire du prêcheur, M. Marcelinado, un lulubadjol? On sait le travail qu'il a fait dans sa commune. On sait le travail qu'il fait dans sa commune. On sait l'engagement qu'il a avec tous les nouveaux députés, Guyane, etc., pour poser les problèmes de façon directe de la déportation des néo-titulaires, du scandale de chlordécone. J'ai le droit de dire, Michel Loubajon, ce n'est pas responsable si on veut l'unité du peuple martiniquais. Et si on est un révolutionnaire conséquent, on sait que face à l'ennemi commun, il faut utiliser toutes les forces et faire en sorte que, bon, ce qui est secondaire, qui nous divise, on le laisse de côté. On fait son travail pour aller dans la bonne direction. On fait son travail de discussion théorique pour montrer qu'il y a des erreurs théoriques et politiques dans telle direction, dans telle position, mais on ne passe pas son temps à décacher tous ceux qui ne sont pas d'accord avec soi et qui font un travail qu'on n'a pas le courage de reconnaître valable, qu'on essaie de disqualifier de façon détournée. Quand on parle de la rupture entre la classe politique et la masse du peuple, qui se traduit par une abstention massive aux élections, c'est une réalité incontestable. C'est une réalité incontestable. Mais, par temps, on dit, mais pourquoi en est-on arrivé là? Il y a deux raisons essentielles. La première, c'est que le pouvoir colonial et les classes dominantes, depuis la chute du mur de Berlin, disons, 89-90, ont mené un travail de sape idéologique pour dire aux gens, pas fait politique. Politique pas bon. Les partis politiques ont échoué, etc. Non, non, non. Donc, un travail pour dépolitiser les gens. Il ne faut pas faire d'idéologie. Il ne faut pas, etc. Ne vous laissez pas récupérer. N'entrez pas dans une partie. Donc, ils ont fait un travail qui a désarmé la population de la compréhension politique. Avant ça,
il tirait raide sur les communistes et les indépendantistes, et puis en face, les autres répondaient, et puis il y avait des groupes politiques qui s'affrontaient, des idéologies qui s'affrontaient. Mais actuellement, ils disent non, pas d'idéologie, pas de politique. Ça, c'est la première cause. Les gens sont désarmés, ils ne peuvent pas comprendre. Et en même temps, yo kaba yo amusement, yo kaba yo série, yo kaba yo miss, yo kaba yo la reine d'Angleterre, le roi d'Angleterre, etc. Yo kaba yo tout ça qui peut faire yo pas comprendre. Donc, ils se désintéressent de la politique et des élus et des partis. Mais la deuxième raison la plus importante, c'est que le système a profité de cet environnement pour décacher les mouvements révolutionnaires, les gens qui, dans les officines politiques, les institutions politiques, pouvaient défendre les intérêts du peuple. Et puis, grâce à leur argent, grâce à leurs médias, s'emparer des postes. Comme ils sont entre copains et coquins, tout le monde a volé l'argent, tout le monde a volé, la plupart envoient de l'argent dans les paradis fiscaux, font toutes sortes de trafics, vous entendez régulièrement dans les informations, la corruption de ce noyau-là qui coupe la tête de ceux qui sont purs, de ceux qui veulent lutter. Donc, les gens n'ont pas d'explication. Et puis, ils ont tous ces bouts de café bacabonage, tous pourris, tous pourris, tous pourris. Eh bien, ils ne vont pas voter avec juste raison. Mais est-ce qu'un révolutionnaire responsable doit en tirer la conclusion qu'il ne faut pas préférer des députés comme ceux qui sont de Guyane, qui sont aujourd'hui là, de Polynésie, etc., qui rentrent dans le dos du gouvernement colonial? Est-ce qu'on est responsable qu'on dit, vaut mieux ne pas loin, élection pas bon, puis Japon, nous pas caler dans ça, donc vaut mieux c'est des réactionnaires, des vagabonds, des scélérats au service du gouvernement qui là. Je m'en désintéresse. Est-ce que c'est une théorie acceptable du point de vue de la construction du rapport de force, de la stratégie de libération nationale? Non, ça ne peut pas l'être. Donc, il nous faut comprendre que souvent, et dans toute l'histoire du mouvement révolutionnaire, le radicalisme du verbe est venu cacher la volonté de ne pas changer réellement le système. Parce que si on était vraiment partisans de la libération nationale, on aurait tiré leçon des dizaines d'années de pratique. On aurait dit, mais ça fait tellement longtemps que nous disons ça. Qu'est-ce que nous avons changé avec cette stratégie-là? Et on se serait remis en cause. Mais si, en fait, le langage radical sert à cacher le fait qu'on ne veut pas vraiment bousculer la société, on comprend qu'il n'y a pas de débat, qu'il n'y a pas d'échange respectueux sur des bases théoriques. Que je dis respectueux, ça ne veut pas dire qu'il soit gnien. Quand vous voyez les luttes idéologiques, les textes dans lesquels s'affrontaient Lénine, Trotsky, enfin, les luttes entre les maoïstes, etc., c'était dur, hein? Mais il y avait du contenu, il y avait des propositions et des masses tranchaient. Donc là, on peut se cacher derrière des mots. Alors, je profite pour ajouter un aspect, c'est que cela arrange terriblement le pouvoir colonial et les classes dominantes. Parce que les gens n'étant pas formés, les théories n'étant pas vulgarisées, expliquées, reprises par les masses, l'ouverture pour la provocation est totale. On parlait de Loulou Badiol, révolutionnaires Badiol, qui n'ont jamais rien fait pour personne, apparaissent dans les mouvements de base, sur les Balkans, etc. Mais souvent, ce sont des gens qui ont été envoyés par le pouvoir, par ses services secrets, pour faire dégénérer des luttes. On ne va pas dire que ça n'existe pas. Donc, cette réalité-là doit nous faire comprendre que même si on est partisan, et avec juste raison de la lutte radicale, cela demande une formation politique et théorique
une éducation massive, une formation massive au sein du peuple pour qu'elle s'engage sur des bases valables, politiques, et qu'elle s'organise pour que ce soit elle qui soit actrice de l'émancipation. Les petits groupes minoritaires qui ne sont pas vraiment liés aux masses. Être lié aux masses, ce n'est pas avoir des contacts d'un petit quartier, connaître deux, trois gens, avoir une petite expérience. Ce n'est pas ça. Être lié aux masses, c'est faire en sorte que l'option politique qu'on défend soit reprise par beaucoup de gens dans les masses et que ces gens-là font confiance à la stratégie qui est proposée. Et que cela, pour les responsables de ces luttes de libération, se traduit par le fait que les militants sont liés aux masses par le dialogue, par le respect, par leur capacité à unir, à fédérer, à faire que ceux qui hésitent, ceux qui se trompent, etc., se rapprochent de l'intérêt commun. C'est ça qui est la liaison entre les masses. Alors, il est, fin de compte, important que nous comprenions que là, nous sommes dans une situation. Il faudrait que chaque Martiniquais s'en persuade. Nous sommes dans une situation où l'affrontement décisif entre le pouvoir colonial, les classes dominantes et les peuples a commencé. Cet affrontement-là, il n'y a pas de point de non-retour. Et que nous allons vers un affrontement total. Si nous, Martiniquais, nous ne sommes pas capables de surmonter les contradictions superficielles, les cancans inutiles, on ne va jamais arriver à faire qu'il n'y ait pas de gens égoïstes, individualistes, qui soient obnubilés par leur ego, leurs ambitions. Mais laissez-nous à ce côté. L'ennemi principal, c'est le pouvoir colonial et les classes dominantes. Si nous n'arrivons pas à surmonter les contradictions superficielles pour dire, bon, nous qu'à aller en même direction et il faut que nous nous en stratégie. La stratégie ne veut pas dire le migrant, ça veut dire qu'il y a des organisations qui se disent pour l'indépendance, pour la libération, qui sont inconséquentes, qui sabotent le travail, qui ont des mauvais comportements. Ce n'est pas mon ennemi principal. Fais ça, Féo. Mais je mène mon travail. Pas demander, moi, c'est l'unité nationale, ça ne marche pas comme ça. L'unité nationale, la cohésion nationale, se fait entre des gens qui se respectent, qui ont la même ambition. S'il y en a qui ont palaya, ce n'est pas des ennemis, ils font partie du peuple. Mais ce n'est pas encore le moment de faire n'importe quoi avec n'importe qui. Ce sera ma conclusion. Dans l'exemple du créole et du drapeau, nous avons l'illustration, et j'allais ajouter, de la lutte contre l'empoisonnement aux pesticides, nous avons l'illustration de la force que peut avoir le peuple martiniquais quand il marche dans la même direction. Même si tous ceux qui marchent là n'ont pas dans leur tête les mêmes intentions. Pour la lutte contre l'empoisonnement, il y a effectivement une unanimité sur la dénonciation de l'injustice, l'exigence de réparation. C'est là qu'on pige au niveau international, partout. Sur la question du drapeau, du créole, ce sont des victoires. Eh bien, nous profiter de ça et allons continuer à chercher des points sur lesquels nous pouvons avoir des victoires communes. La division entre la classe politique et le peuple sera résolue quand le peuple aura été formé politiquement à choisir des orientations et des projets. Et le fait d'être élu peut être un atout important. Le fait d'avoir des élus qui défendent nos positions, c'est certainement un atout important pour notre lutte au niveau international et contre le pouvoir colonial. Donc, travaillons à définir le projet, à réunir ceux qui sont prêts à travailler ensemble, quels que soient les commentaires
des bouches du coche pour ne pas être méchant, et nous aurons la victoire. Merci de votre attention et rendez-vous dimanche prochain pour une autre déconstruction. By